sur le bouton si Allez, voilà, comme ça c'est super. fait. OK, tu peux Merci, partir. Charles. Bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau point commission thématique consacré à la radioprotection. Merci, Charazade, de nous présenter ces avancées et vos travaux. Ah bah, avec plaisir. Désolé de ne pas Allez-y. pouvoir animer la discussion à l'issue de ta présentation. J'ai une autre réunion en Non, même non, temps. il y a pas de souci. On te laisse la Hop, main eh ben, je prends la main. Vous voyez mon écran ou pas? parfaitement. Oui, Parfaitement, super. Alors moi, je vais vous présenter dans ce petit quart d'heure, bah, les travaux qui sont en cours ou les pistes de réflexion, de la commission thématique radioprotection. Donc déjà, pour remettre les choses dans, on travaille pour l'instant que sur un seul thème qui est la gestion de la contamination corporelle d'un travailleur. Donc pour l'instant, on ne travaille pas sur plusieurs thèmes. On essaie de se focaliser là-dessus. Le but étant qu'à terme, on puisse rédiger un guide pour la gestion des contaminations des travailleurs, qui effectivement sera bien sûr disponible pour tous les travailleurs, mais essentiellement quand même, on l'a voulu pour les CRP des médecins du travail, parce qu'à l'heure actuelle, ça n'existe pas, ce qui est bien dommage. Ça aurait été bien que l'IRSN, l'ASN s'en préoccupent, mais histoire qu'on fasse un peu tous la même chose et nous guider un peu sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, pour être un peu plus efficace, parce que bon, on se rend compte que quand on a un gros groupe comme ça, c'est pas toujours évident d'avancer. On s'est dit qu'on allait travailler en sous-groupe et se partager les 4 grands axes de travaux finalement liés à cette thématique. Donc, il y a un groupe qui va travailler sur la décontamination, un second groupe qui va travailler sur l'évaluation de l'activité surfacique de la contamination, parce qu'on ne peut pas remonter à une dose à la peau si on n'a pas fait déjà cette chose-là qui est de déterminer l'activité surfacique. Ensuite, il y a le groupe qui va travailler sur le calcul de dose à la peau à partir de l'activité surfacique. Et enfin, un dernier groupe qui va travailler sur la prise en charge et le suivi du travailleur. Donc concernant le premier axe de décontamination, donc on a déjà fait un travail bibliographique pour essayer de voir les comparaisons qui existaient entre les différents produits qui sont à notre disposition. Donc on connaît tous le TF dépôt, mais finalement, est-ce que du savon basique n'est pas aussi efficace du TF dépôt? Puis après, il y a d'autres solutions qu'on peut utiliser, notamment les solutions hydroalcooliques ou l'acide glycolique. Donc tout ça, c'est vrai qu'il existe des bibliographies, mais on avait envie de faire des essais pour prendre en compte des conditions particulières, notamment, moi je pense qu'il y a c'est pas la même chose entre une contamination qui est fraîche, qui vient d'être se réaliser, et une contamination ancienne qui a séché, qui a le temps de diffuser. Et puis aussi prendre en compte finalement la nature des médicaments radiopharmaceutiques, parce que je pense que c'est pareil, quand on a un médicament qui est hydrophile et qu'on se contamine avec la peau, c'est quand même pas la même chose que quand c'est un médicament lipophile. Donc on voudrait faire des essais en prenant en compte ces paramètres. Donc on a vu que ce qui se rapprochait finalement le plus de la peau humaine, ce serait les oreilles de cochon. J'aurais peut-être pas dû mettre un cochon aussi mignon, mais du coup, l'idée, ce serait de récupérer des oreilles de cochon et de pouvoir faire les tests sur ces oreilles-là pour voir finalement qu'est-ce qu'on doit utiliser, dans quelle situation, quels sont les produits les plus appropriés. Donc pour l'instant, on est juste en réflexion de comment mener ces essais, mais voici les pistes. Pour le deuxième axe, c'est l'évaluation de l'activité surfacique. Alors là, on va se baser un peu sur les essais que j'avais faits à Aix-en-Provence. Donc il y a deux problématiques. La première problématique, c'est quand il y a une contamination par projection. Quand c'est le cas, souvent l'activité volumique, elle est quand même conséquente. Et si on fait un calcul théorique, on se rend compte qu'on peut très vite atteindre la valeur limite réglementaire, au moins le quart de cette valeur-là qui nécessiterait une déclaration ASN. Donc l'idée, c'est pas dire quand on se contamine par projection, on va chercher le radai, on vérifie la dosimétrie et après on va se décontaminer. L'idée, c'est d'être le plus rapide possible et se décontaminer rapidement. Donc si on part plutôt sur ça, sur ce qu'on va préconiser, sauf que le CRP va devoir quand même évaluer la dose avant décontamination. Et là, on s'est dit, est-ce que finalement, il n'y a pas une corrélation entre l'activité volumique, qui est connue dans ce cas-là, et l'activité surfacique? Et c'est ce qu'on veut vérifier aussi en faisant des essais, toujours sur les oreilles de cochon. Et l'idée, ce serait de déposer des activités volumiques différentes, de différentes surfaces,
Toujours l'idée, c'est toujours pareil, hein, j'ai une seringue, je mets un colorant dans ma solution radioactive, je dépose une goutte, je fais ma mesure avant et après, donc je connais mon activité exacte déposée, et grâce au colorant, je vais pouvoir mesurer la surface, donc ça, je le connais, et finalement, est-ce que ça, c'est l'activité surfacique réelle est corrélée à l'activité volumique? On fera une droite et on le verra. L'idéal, c'est que ça fonctionne, hein. Si ça ne fonctionne pas, ben, on verra ce qu'on préconisera. Donc ça, c'est un des essais qu'on devrait réaliser. Et puis après, il y a la deuxième partie, c'est plutôt après décontamination, ou si jamais on a une contamination par transfert, où la contamination surfacique, elle est quand même moindre. Comment on fait pour remonter à l'activité surfacique? Là encore, on part sur des essais in vitro. Alors moi, je l'avais fait à l'époque avec des peaux synthétiques, mais c'est long à sécher. Donc là, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le faire plutôt sur du papier absorbant. Donc on verra quel type de papier absorbant. Toujours pareil, on dépose avec une solution colorée. On connaît l'activité, on connaît la surface. Et puis après, comme c'est un papier absorbant, ça va sécher assez vite. On va pouvoir faire une mesure rapidement avec un radiamètre et une mesure de débit contact. En fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui est normalement le mieux corrélé à l'activité. Et l'idée, c'est je connais l'activité déposée, je mets en face le débit et normalement, pour l'avoir déjà fait, on a une très jolie droite de corrélation. C'est assez simple de remonter d'un débit à une activité. Pas une activité surfacique, mais une activité. Donc, la deuxième problématique, c'est si j'ai l'activité en faisant ma mesure contact, comment je vais connaître ma surface? Ça, c'est un peu plus compliqué. Ça passe forcément par l'acquisition. Donc là, c'est un peu le même type que tout à l'heure. On va déposer finalement des solutions radioactives. Et là, on va faire différentes surfaces et on va passer ça sous la gamma caméra pour des acquisitions. Et là encore, on va chercher à voir si la surface qu'on estime par imagerie, elle est corrélée à la surface réelle. Pour l'avoir déjà un petit peu testé de mon côté, en tout cas, tout ce qui concerne le tech, oui, il y a une corrélation claire et nette, ça c'est sûr. Pour le Fluor 18, c'est un peu plus complexe parce qu'on ne va pas faire des acquisitions sous le TEP scan, parce que ça voudrait dire que le travailleur, on devra lui faire un scan, mais ça, il en est hors de question. Donc, on a tenté, nous, des premiers essais avec des gamma caméras et des solutions de Fluor 18. Donc, c'est possible, l'image est beaucoup moins sympathique. Donc là, il faut voir si la corrélation sera bonne. Ensuite, il y a la troisième étape qui est le calcul de dose équivalente à la peau. Et c'est finalement c'est ça qui nous a pris du temps sur cette année-là. On voulait vraiment statuer sur quel modèle de calcul il fallait utiliser. Donc, on a fait pas mal de biblio. Pour ceux qui ont pu voir les battles ou le webinaire, j'en avais un peu discuté. Donc, c'est vrai qu'il existe un modèle assez classique qu'on nous apprend qui est le modèle de la croix. En gros, on calcule la dose maximale au niveau uniquement de l'épiderme. Et ça, c'est un peu ce qu'on nous enseigne. Mais en fait, il existe d'autres modèles de peau en fait, qui nous permettent d'autres calculs. Et nous, notre attention s'était portée sur un modèle qui a été décrit dans la CIPR 74, qui, elle, est plutôt partante pour faire un calcul de la dose moyenne et qui va prendre à la fois l'épiderme et le derme. Et on a voté à grande majorité pour ce modèle. Pourquoi? Parce que concernant, si on n'avait que des rayonnements gamma, ce ne serait pas un problème, l'un ou l'autre serait équivalent. Mais comme on travaille essentiellement avec des rayonnements bêta, le technétium étant aussi un émetteur bêta, eh bien, le modèle, on trouvait qu'il avait tendance à donner des doses qui étaient vraiment élevées et qui étaient peut-être qui nous faisaient surestimer les risques parce qu'il ne prenait pas en compte il y a un freinage qui se fait des bêtas dans toute la peau. Donc, en fait, ça va être freiné au début de l'épiderme pour des fois être totalement arrêté à certaines épaisseurs. Et ça ne prend pas en compte là, le modèle de la croix. Donc, du coup, on avait des deltas. Si vous faites le calcul pour même contamination avec les deux modèles, et ben, le modèle de la croix, il avait tendance à donner des doses 9 fois supérieures pour le Fluor 18 que le modèle de CIPR 74. Et ce delta pouvait aller jusqu'à 90 fois pour les bêtas de faible énergie, ce qui était le cas du technétium 99. Et si on regarde, ce qui nous a un peu convaincus, c'est quand on regarde la valeur limite réglementaire, parce que c'est ce qui nous importe en tant que conseiller de radioprotection, la question est toujours la même, suite à une contamination, finalement, est-ce qu'il va dépasser cette fameuse VLE ou est-ce qu'il va atteindre le quart de la VLE? Donc cette VLE, elle est de 500 mg et c'est une valeur
unique, quel que soit le type d'émission. Et normalement, cette valeur-là, elle est là pour, pour évaluer s'il y a un risque déterministe pour le travailleur. Donc, ils sont basés sur quoi? Sur des études qui ont été réalisées par fluoroscopie, qui est de l'énergie gamma pure. Et ils ont vu qu'à partir de 1 gré, 1% de la population pouvait déclarer des effets déterministes. 1%, hein, c'est pas 100%. Donc, le législateur, pour encore plus protéger le travailleur, il a pris ces 1 gré, il l'a divisé par 2, il se dit, bah, comme ça, je vais vraiment protéger le travailleur. Donc ça, c'est vrai pour du rayonnement gamma. Mais par contre, ce qui a été démontré, c'est que pour les rayonnements bêta, ce n'est pas du tout le cas. Il faut atteindre des doses qui sont bien plus élevées. Il faut atteindre 10 grés pour commencer à avoir des effets déterministes pour des bêtas d'énergie moyenne comme le fluor 18. Et il faut atteindre une centaine de degrés pour les bêtas de faible énergie, ce qui est le cas du technétium 99M. Donc, en fait, on a deux choix. C'est soit effectivement, on choisissait de faire le modèle de la croix, auquel cas on surestimait sans arrêt, et donc finalement, les personnes pouvaient sortir de zone alors que ce n'était pas nécessaire finalement, parce qu'en fait, on peut le voir, hein, le sondage qu'on a fait, il n'y a jamais personne qui a vu un effet déterministe avec du fluor 18 ou du technétium 99M, parce qu'effectivement, ça ne prend pas en compte, je vous ai dit, cette atténuation. Et à ce moment-là, le législateur, si on avait dû tous utiliser le Delacroix, il aurait dû nous donner des VLE différentes en fonction du type d'émission. L'avantage du modèle CIPR, c'est qu'il va corriger en fait ce calcul dosimétrique et prend en compte ces caractéristiques des bêtas. Du coup, quel que soit finalement le rayonnement, quand on utilise la CIPR 74, on va se retrouver à évaluer toujours un risque qui est à peu près identique pour tous. C'est-à-dire si je trouve 1 gré pour le fluor 18, eh ben ça va vraiment mettre en avant cet effet déterministe parce que ça prend en compte tout ça. Donc, nous, on est plutôt parti sur ce modèle-là. Le truc, c'est que dans les articles, on a trouvé des coefficients qui ont été calculés avec ce modèle de Pau CIPR pour des radioisotopes, donc, dont le fluor 18, mais on n'a pas trouvé le calcul n'a pas été réalisé pour le technétium 99M. Donc, le radiophysicien et la personne de l'IRSN de notre groupe doivent travailler là-dessus pour faire tous ces calculs et nous permettre d'avoir ces fameux coefficients pour le technétium 99M pour pouvoir partir de ce modèle CIPR en cas de CIPR 74 en cas de contamination de technétium. Donc ça, c'est un gros travail et j'espère qu'ils vont pouvoir le réaliser. Et oui, juste pour finir, hein, c'est que ce qui est rigolo, c'est que finalement, l'écart qu'on voit entre nos deux modèles, c'est les mêmes écarts qu'on observe. Là, vous voyez, il y a un delta de 10 quasiment entre les rayonnements gamma et fluor 18 pour les effets déterministes. Et on voit aussi que c'est les mêmes delta entre les modèles, donc ce n'est pas le hasard. Et puis le dernier axe, c'est le suivi du travailleur. Le suivi du travailleur, en fait, on se rend compte, c'est toujours pareil. On est plusieurs acteurs quand il y a une contamination du travailleur. Et peut-être revoir un peu la réglementation et la biographie sur les risques liés à la contamination et voir, bien définir le rôle de chacun, que doit faire le CRP, que doit faire le médecin du travail, que doit faire l'employeur vis-à-vis de la loi, vis-à-vis aussi du travailleur. Est-ce qu'il y a un suivi médical approprié à mettre en place? Puisqu'en plus, on sait qu'il y a des effets quand même qui sont tardifs. Et s'il y a suivi médical, par qui? C'est pas aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un médecin du travail aussi dans le groupe. Il y a aussi des idées reçues, hein, l'idée que si on dépasse la valeur limite d'exposition tout de suite, la personne ne peut plus travailler en zone contrôlée, ce qui est faux. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que théoriquement, c'est pas un argument pour faire sortir quelqu'un. C'est bien décrit. Par contre, effectivement, les médecins du travail, par peur, généralement, vont sortir les gens. Et de la même manière, c'est pas parce que le médecin du travail va mettre un avis contraire que l'employeur ne peut pas maintenir l'agent. Il peut le faire, mais il doit aussi le justifier par écrit. Donc, il y a des idées reçues, puis il y a la réalité, et puis c'est intéressant de s'y pencher pour essayer de bien établir quel est le rôle de chacun. Et surtout, même le suivi médical pour le travailleur adapté, pour voir si vraiment déjà, ne serait-ce que le rassurer, hein, parce que si la dosimétrie n'est pas élevée, il n'y aura certainement rien. Et voilà. Et par contre, on se dit peut-être, alors là, on travaille sur le technétium et fluor 18, mais faire aussi le même travail sur des radioisotopes utilisés en thérapie, où là, ça serait intéressant d'avoir un vrai suivi médical un petit peu plus poussé. Alors, par qui, je ne sais pas, parce qu'apparemment, ce n'est pas le rôle du médecin du travail non plus. Donc, voilà, c'est à réfléchir tout ça.
Donc voilà, c'était assez court. J'espère que j'ai été assez claire. Donc si vous avez des questions ou Bah, autres. merci beaucoup pour ta présentation, Shahrazad. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience. Du coup, moi, j'ai une petite question en Oui, attendant. oui. Tu parlais, enfin, tu ouvrais là, à la fin sur les isotopes pour la thérapie. Pour l'instant, les calculs de doses équivalentes à la peau, etc., tu parlais que du technétium, fluor 18. Est-ce que C'est ça. vous allez aussi bosser sur le gallium 68, lutécium ou autre? Oui, certainement. L'idée, c'est quand même partir sur les deux radioisotopes qui sont le plus souvent liés aux contaminations corporelles qu'on voit. Mais l'idée, c'est effectivement de le faire sur tous les autres radioisotopes. On va faire sur les plus courants. Une fois qu'on aura écrit le guide, déjà, ça nous donnera une base. Le gallium 68, il faudrait regarder si finalement les calculs sont proches ou pas aussi du fluor 18, mais c'est encore des calculs différents. Et en fait, vraiment, notre problématique, c'est que ça demande un vrai travail de dosimétriste et de radiophysiciens. On a un radiophysicien, une personne IRSN, mais qui sont aussi qui ont beaucoup de travail aussi de leur côté. Donc, je ne mesure pas la quantité de travail que ça demande, ne serait-ce que pour le technétium. Donc, en fonction du travail que ça demande, on verra si on pourra l'étendre. L'idée, ce serait génial de pouvoir l'étendre à tout, mais peut-être qu'on n'aura pas les moyens humains de l'étendre à tout. Donc, on va essayer, mais on ne promet rien. Ok. Et après, peut-être une petite question de novice. Quand tu parlais des essais sur les oreilles de cochon, c'est sur des cochons encore vivants ou pas? Non, en fait, l'idée, ce serait d'avoir des oreilles fraîchement coupées quand même. Mm. Mais effectivement, moi, je me suis renseignée auprès de Cérimed où travaille Philippe. Et ils sacrifient régulièrement des cochons. C'est pas les sacrifier pour ça ou leur couper alors qu'ils sont vivants. C'est une fois qu'ils sont sacrifiés pour qu'on nous mette de côté les oreilles et que nous, Ouais, on parce qu'il y a puisse. une histoire de sudation et de circulation qui doivent Alors jouer ça, aussi on ne sur. pourra pas le voir. Ce qu'on va Ouais. pouvoir voir, c'est déjà le passage, je pense, de l'épiderme. Et ce qu'on ne pourra pas voir, c'est effectivement la diffusion qui se passe, il n'y a pas de vaisseau sanguin, mais ça nous donnera une idée quand même globale, en tout cas d'une contamination sur son premier time au niveau de l'épiderme. Après, il y a des choses qu'on pourra pas voir. Il y a ces limites à le faire effectivement sur des oreilles coupées. Ok, merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Bon, écoutez, Bah, super. c'est que c'était très très clair. Ça, ou alors que ça l'était pas du tout. L'un ou l'autre. Bon, parfait. Bon, Non, bah, c'est parfait. Bah, écoute, je te je vous remercie remercie. encore beaucoup pour ta présentation. De rien. Et Et bien, à puis, une prochaine. ouais, je vous redonne rendez-vous dans un mois